Voilà, après les mathématiques, on va parler d'addiction. Je ne sais pas si c'est une coïncidence ou si c'était voulu par les organisateurs, mais le fait est que. Bonjour à tous, je suis Jean-Marc Alexandre de Bordeaux. Je travaille dans l'équipe du professeur Marc Auriacombe avec notamment aussi le docteur Mélina Fatias. J'ai une double casquette, je représente à la fois l'Université de Bordeaux, le laboratoire de psychiatrie CNRS Sampsi et le pôle addictologie au Centre hospitalier Charles Perrins, CHU de Bordeaux. Et donc, pour vous resituer rapidement le contexte, depuis 7 ans maintenant, les cours d'addictologie à Bordeaux, ils sont faits avec Moodle. Donc c'est une grande aventure qui a été commencée il y a 7 ans. Et on avait envie de partager avec vous maintenant l'expérience qu'on a eue avec ça. Et aussi toutes les réflexions qu'on a eues par rapport à cette formation et comment on pouvait l'améliorer, comment on pouvait la valoriser, comment on pouvait la faire connaître. Et comment ça nous a beaucoup donné à réfléchir. Donc tout ça va finalement être une histoire. Donc notre histoire commence en 2012, rappelez-vous. Bon, c'était pas tout à fait comme ça, mais c'était ce qu'on nous avait prévu. Et donc nous, on n'avait pas eu peur de faire des projets quand même, malgré toutes ces prévisions. Et on n'avait pas hésité à se rendre dans un endroit inconnu jusqu'alors qui était le Moodle Moot. À l'époque, le Moodle Moot était à Nîmes. Et donc on avait présenté la mise en place de notre formation à l'addictologie à l'Université de Bordeaux avec Moodle, et on avait fait le point sur la première année de fonctionnement. Je vous donnerai le détail du fonctionnement de la formation un tout petit peu plus loin. Juste vous dire que, a priori, ça marchait plutôt bien, on était assez contents, même si on voyait beaucoup de pistes d'amélioration, on va en parler tout à l'heure. Donc c'était le début, et plutôt un bon début, mais commencer ne fait pas tout. Il faut durer, et il faut aussi changer et s'améliorer, évoluer. Donc avons-nous survécu ? Apparemment oui, toujours. Est-ce qu'on est resté dans notre jus ? Là, plutôt non. Vous allez voir quand même, on a fait beaucoup d'efforts par rapport à ça, pour s'améliorer et pour valoriser notre travail. Alors d'abord, je vais vous rappeler, je vais parler de notre formation dans les grandes lignes, comment ça fonctionne. D'habitude, je ne donne jamais vraiment de définition de l'addiction, mais après tout, ça peut vous intéresser aussi. Donc l'addiction, c'est une maladie psychiatrique, une maladie mentale. C'est la maladie mentale la plus fréquente dans la population générale, puisqu'elle touche environ, entre une fourchette, entre 20 et 40% des gens, selon les études. C'est une maladie qui est en fait la perte de contrôle d'un élément qui était une source de plaisir à la base, où les personnes vont commencer à accumuler beaucoup de problèmes. Ayant des problèmes, ils vont essayer d'arrêter de consommer, et sous l'effet d'envie obsédante ou irrépressible, qu'on appelle le craving, ils vont rechuter. Donc la rechute est le marqueur de l'addiction. Voilà le genre de choses qu'on enseigne, en tout cas qu'on enseignait dans des cours magistraux avant 2012, à Bordeaux et ailleurs. Et ce qu'on voyait, c'était plutôt ça. C'est l'image de l'angoisse, elle est un petit peu exagérée, mais le constat des enseignants, en fait, c'était que, là, on va parler beaucoup des 4e années de médecine, il y avait 80% d'absents. Et c'était pas propre à l'addictologie, c'est pas que c'est une matière intéressante, au contraire, c'est passionnant. Sinon, j'étudierais pas ça. C'était de façon générale, quand on parlait avec les étudiants de leur manque d'assiduité, eux nous expliquaient qu'ils avaient plutôt un manque de temps plutôt qu'un manque d'intérêt. Parallèlement, on savait qu'il y avait des polycopiés non officiels qui circulaient. Oui, ils vont pas en cours. Donc les pèlerins qui allaient en cours, en fait, prenaient des notes qui photocopiaient pour les autres. Donc ça donnait des polycopiés non officiels qui manquaient souvent de qualité ou qui pouvaient même être dangereux pour l'étudiant si jamais il avait accédé à d'autres ressources qui pouvaient être obsolètes, puisque l'addictologie, c'est une discipline qui a beaucoup évolué au détour des années 2000. À l'époque, il y avait 8 heures de cours d'addictologie en amphithéâtre, et en plus, il n'y avait pas d'unité d'enseignement dédiée à l'addictologie. C'est une matière qui était un petit peu éclatée. Il y avait 2 heures d'addictologie en hépatogastro, il y avait 2 heures d'addictologie en neuro, c'était ce genre de choses. Donc ça créait en plus un problème de cohérence du cours. Il fallait que l'étudiant remette les morceaux du puzzle de lui-même. Donc voilà, tout ça concourait au fait qu'il n'y avait pas beaucoup de présence au cours. Ce qui était très insatisfaisant, notamment pour le professeur Auriacombe, qui lui s'est saisi de Moodle pour proposer quelque chose avec.
Et donc, on avait créé un enseignement hybride. Donc, le principe, c'est que l'étudiant il a des ressources en ligne à étudier pendant tout le semestre, qui sont en fait sous forme de diaporamas vidéo, qui reprennent les principales notions des cours magistraux antérieurs. Et plutôt que laisser les étudiants créer des polycopes de mauvaise qualité, il leur a donné le polycopier, le vrai. Donc ensuite, c'est pas tout, c'était pas seulement un hangar à vidéo et à PDF le cours, il y avait un parcours conditionnel où l'étudiant devait répondre à des quiz qui étaient obligatoires pour débloquer la suite du cours. Je vous dirais bien de venir à mon atelier sur les quiz et les parcours conditionnels, mais c'était hier. Après, donc, les cours magistraux terminés, on n'en faisait plus, ce qui libérait des heures d'enseignement. Donc le professeur a souhaité récupérer ces heures pour en faire des enseignements dirigés en petits groupes de 20 étudiants. On parle de promotions qui sont assez grandes, une promo de 4e année de médecine, ils sont 400. Donc les enseignants multiplient les séances 2D, c'est pour ça qu'ils sont plusieurs, il y a toujours au moins 3 enseignants par semestre pour faire les ED. Et à la fin du semestre, il y a un examen écrit, donc, qui lui est présentiel. Donc voilà, la partie distancielle, c'est les ressources en ligne, les vidéos, le polycope, etc. La partie présentielle, c'est les ED et l'examen final. Visuellement, ça donnait ce genre de choses. Donc sur la gauche, on voit... Est-ce que j'ai la souris? Non, je n'ai pas la souris. Donc on voit à quoi ressemble la page. Donc il y a de l'information pour l'étudiant. Il y a un forum où les étudiants peuvent aller poser leurs questions. Il y a un forum des nouvelles. Le polycope du cours, il est téléchargeable juste là. Il y a même écrit en rouge qu'il faut le télécharger, qu'il faut le lire. Il y a une petite aide technique si jamais l'étudiant a des problèmes, qu'il puisse appeler quelqu'un de la MAPI ou m'appeler moi qui appellerai la MAPI juste après pour demander de l'aide. Donc la MAPI étant la mission d'appui à la pédagogie et à l'innovation de l'Université de Bordeaux, c'est-à-dire les gens que j'appelle quand j'ai des problèmes techniques et qui iraient partout. Donc après le cours, c'est très classique, ça fonctionne par section, il y a une vidéo, il y a un quiz, on fait le quiz, ça débloque la deuxième section, etc. Il y a une capture d'écran d'une vidéo où le professeur Yacombe fait un cours et une autre d'un quiz. Donc voilà comment ça tournait au départ. Donc ensuite, on s'est posé la question d'améliorer l'existant, de ne pas rester dans notre jus, comme on disait tout à l'heure. Et donc, quels sont les critères à apprendre pour améliorer une formation? Il nous a semblé que le plus simple, c'était encore de prendre l'avis des étudiants. Donc il y a 2 façons de le faire. Soit on peut le faire en ED, puisque les ED ils sont présentiels. Les enseignants ils demandaient qu'est-ce que les étudiants pensaient de format toile. Mais nous, assez vite, on a opté pour une enquête de satisfaction qu'on met en ligne juste après les enseignements dirigés. Et donc les étudiants sont sondés sur toutes les composantes de la formation, à la fois les aspects présentiels et distanciels. Donc c'est des réponses fermées, il y a aussi des champs ouverts pour pouvoir faire des suggestions. Et à la fin, on leur propose la question qui est très importante pour notre évaluation, c'est est-ce qu'ils auraient préféré un enseignement classique en cours magistral? Je vous montrerai des résultats après. Donc sur la base de ces retours, on a commencé à faire évoluer la formation au cours de ces 7 années. Donc déjà, une très bonne chose, c'est que de nouveaux enseignants ont rejoint l'équipe pédagogique. 2 en l'occurrence. Donc ils ont rejoint déjà parce qu'on leur a demandé, mais aussi parce que, à ma foi, ils avaient un intérêt avec Moodle, donc tout ça a été plutôt facile, finalement. Après, assez vite, quelques années après la mise en service, on a décidé de refaire toutes les vidéos, et cette fois, faire quelque chose de beaucoup plus professionnel. L'idée, c'est de parler de l'évolution, donc aussi parler de ce qu'on a mal fait. Nos premières vidéos n'étaient pas terribles du tout. En fait, c'était moi qui étais arrivé avec ma petite caméra et mon petit trépied pendant une session de formation du professeur Yacombe. Je l'avais filmé. Après, j'étais allé voir la MAPI. J'avais dit bonjour. Je voudrais sonoriser, je voudrais plutôt convertir des vidéos sous forme de diaporama sonorisé. Est-ce que vous pourriez m'aider à faire ce montage de fou qui va durer, je ne sais pas, 70 heures? Il faudrait demander à Jérôme tout à l'heure combien de temps il y a mis. Mais il l'a fait. Il s'est bien amusé. Mais en tout cas, le rendu n'était pas terrible, notamment par rapport à la prise de son, qui était très déficiente en fait.
Donc voilà, cette fois, on a refait les choses comme il faut. On a été voir la MAPI, on a réservé un studio, on a fait de la belle captation avec un beau prompteur, avec des textes tout prêts. On avait pris soin de condenser encore plus le cours pour faire quelque chose de très direct, très synthétique et plus attrayant. Ensuite, on a aussi mis l'accent sur l'information aux étudiants, notamment en début d'année. Il y a un moment où ils sont tous réunis en présentiel, et donc c'est le moment où on présente le principe de la formation avec Moodle. Et il y a aussi un écrit de cette présentation qui est dans le livret d'accueil qui est donné au début de l'année. Autre chose qu'on a fait, alors là c'était une préoccupation par rapport au parcours conditionnel avec les quiz. Pour le professeur Oriacombe notamment, s'était inquiété du fait que l'étudiant pourrait forcer les quiz pour débloquer la suite du cours sans vraiment réfléchir. C'est-à-dire en échouant et en recommençant tout de suite avec l'autre alternative pour faire les 100% de validation. Donc, dans Moodle, il y a une option qui vous permet d'imposer un délai avant de recommencer une tentative avec les quiz qu'on a utilisé. Alors, au départ, les premières années, on a eu la main un peu lourde. On a imposé 45 minutes de délai, parce que ça nous semblait être un temps légitime pour comprendre l'erreur, retourner dans le cours, étudier le cours, se poser des questions, etc. On s'est rendu vite compte dans les enquêtes de satisfaction que les étudiants, ils étaient OK avec le principe, mais pas du tout avec le temps qu'on imposait. Donc on est descendu à 15 minutes et ça va beaucoup mieux depuis. Je ne l'ai pas écrit, mais notez aussi que dans les quiz, donc, il y a un feedback par rapport aux mauvaises réponses qui va indiquer aux étudiants vers quelle section du cours ils doivent se diriger pour comprendre leur erreur. Autre grande évolution, depuis quelques années maintenant, on a un examen blanc qui se fait en ligne, qui est ouvert 2 jours en fin de semestre, et qu'on va faire juste avant les ED. Comme ça, en ED, on fait la correction de l'examen blanc en petits groupes. Et cet examen blanc, déjà, il sert à se préparer pour l'examen final, mais il va aussi servir pour la composition des ED. En fait, on va faire des groupes de niveau homogènes pour que l'enseignant puisse s'adapter au niveau des étudiants. Et notamment, par exemple, les étudiants les moins performants, eux vont plutôt faire le dé avec le professeur, par exemple, qui va se charger de les ramener au niveau. Donc on avait eu quelques interrogations par rapport à ça. Est-ce que ça va être bien accepté? Est-ce que ça va créer une révolution? Dans les faits, c'est plutôt approuvé par les étudiants majoritairement. Alors, on a quand même pris soin de bien leur expliquer pourquoi on faisait cette répartition par niveau homogène, qu'on ne visait que leur intérêt. Tout à l'heure, donc, je parlais de retour de satisfaction. Alors là, vous allez voir une courbe très intéressante. Cette courbe est l'évolution de l'insatisfaction des étudiants semestre après semestre depuis qu'on fait l'enquête. Donc comme je faisais mon mea culpa tout à l'heure, vous voyez qu'au début, on avait un taux d'insatisfaction qui était assez élevé, qui était plus haut que 30%, notamment par rapport à la qualité des vidéos. Ensuite, il y a eu sans doute aussi un effet de présentation, parce que même sans rien changer, l'année suivante, l'insatisfaction avait beaucoup baissé. Peut-être aussi que c'était le style pédagogique des enseignants qui était plus habitué au nouveau fonctionnement. En tout cas, ça passait déjà mieux, même sans rien faire. Ensuite, il y a eu un moment où, vous voyez, l'insatisfaction brusquement a remonté. Donc ça nous a beaucoup surpris et inquiétés. Donc c'est le moment où on a eu notre prise de conscience, où on a lancé la version 2.0, on pourrait dire, de la formation, notamment en refaisant les vidéos de cours et en mettant en place tous les petits éléments que je viens de vous citer. Et ce qui est très beau, c'est qu'à partir de là, l'insatisfaction ne fait que baisser, jusqu'à en fait atteindre un niveau qui est très bas, moins de 5%, semestre après semestre, ça reste stable depuis. Ce dont nous sommes très contents. On va parler encore un peu de chiffres. Je vous ai mis ici les indicateurs de performance 2018-2019. Donc pour les étudiants en médecine en 4e année, ils étaient un peu plus de 400. Donc il y a plusieurs choses. D'abord, il y a le fait de venir au cours en ligne, de se connecter à la plateforme, de participer. Donc là, on en top 97%. C'est beau, on avait 80% d'absents en amphi quand on faisait les cours magistraux. Mais ça ne fait pas tout. Après, il faut travailler. Donc, valider tous les quiz en ligne, donc faire tout le parcours conditionnel. Aujourd'hui, on est à 95%. Je vous avoue qu'à l'origine de la formation, le chiffre il était un peu plus bas. C'était plus 80, 90, puis ça s'est amélioré.
Mais aujourd'hui, on est stable dans des proportions très hautes comme ça. Après, j'ai parlé d'un examen blanc. Donc l'examen blanc, ils sont 91% à avoir la moyenne, ce qui est très bien. L'examen blanc en médecine est en fait un grand QCM, basé sur des situations cliniques, qui est une reproduction de l'examen. Oh mon Dieu, il va rentrer chez lui, ça y est. Ah, pourtant, il n'est pas 10. Ah si, il est 17h14. Non. Bon, je vais continuer en attendant que la technologie se réveille. Donc, on avait dit à l'examen blanc, donc 80% valide, et donc il nous reste la présence au présentiel, justement, à l'enseignement dirigé. Eh bien, on est à 96% d'étudiants qui viennent à l'ED, sachant qu'ils sont très incités à le faire, mais que ce n'est pas non plus une obligation stricte. Donc, ça marque plutôt de l'intérêt des étudiants pour les ED. Après les chiffres, on va parler de la deuxième axe de la présentation qui était, voilà, on a le sentiment qu'on fait plutôt du bon travail, qu'on va dans le sens d'une bonne amélioration de la formation et on a envie de le diffuser. Donc voilà, comment on fait pour valoriser notre travail, les faire reconnaître. En fait, moi je ne suis pas enseignant fondamentalement. Mon métier, je suis chercheur en fait. Je suis chercheur sur les addictions. Et mon chef, le professeur Auriacon, pareil, il dirige un laboratoire de recherche du CNRS. Ce qui a dû influencer un petit peu notre mode de communication, parce qu'un chercheur, en fait, dans la vie, son but ultime, c'est de faire des publications dans des revues scientifiques, basées sur ses travaux. Donc là, on a cherché à faire des publications. On en a fait 2, par écrit. Donc il y en a eu une dans la revue Santé Mentale, qui est en fait, je vais remercier les gens, c'est une conséquence du Moodle Moot 2013. J'avais fait une petite présentation et spontanément, Santé Mentale nous a appelé quelques semaines après. Ah, tiens, est-ce que vous pouvez rédiger un article sur l'apport du e-learning à la formation clinique pour les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, etc. Donc bien sûr, on a fait ça. Et un petit peu à la même époque, ou un an ou 2 avant, on a fait une publication dans le Courrier des addictions, qui est une revue en français qui est destinée aux praticiens de santé, des addictions, donc c'est une couverture très large en fait, c'est des médecins, des infirmiers, des éduques, des assistantes sociales, etc. On a aussi fait des communications en congrès, donc on a présenté la formation au congrès CPDD, donc c'est The College on Problem on Drug Dependence, donc c'est en anglais. Pourquoi c'est en anglais? Parce que CPDD c'est le grand congrès mondial sur l'addictologie qui a lieu tous les ans et c'est toujours sur le territoire américain. Donc c'était une publication un petit peu originale parce que d'habitude c'est des travaux scientifiques qui sont présentés, mais on leur a dit tiens, nous on voudrait présenter une formation, ça les a intéressés, on a pu le faire. Et pour finir, j'ai présenté la formation au Moodle Moot 2012, mais j'étais revenu aussi au Moodle Moot 2013, sachant que c'était à Bordeaux, ce qui était donc plus facile probablement. Autre façon de communiquer, de valoriser son travail, c'est de faire des rapports activités. C'est pas toujours le plus marrant, mais ça finit par payer, vous allez voir. Donc chaque semestre, on a rédigé un petit rapport d'activité, quasiment spontanément, on ne nous le demandait pas spécialement, mais que le professeur a présenté au doyen de la faculté de médecine, avec des indicateurs de performance, la complétion des cours en ligne, de la validation des quiz, des ED, la validation de l'enseignement complet, la satisfaction des enseignants et des étudiants. Donc un document assez synthétique finalement. Sachant que le doyen a toujours été quelqu'un d'intéressé dans le e-learning et qui nous a beaucoup encouragés à l'origine pour cette formation. Et ça nous a ouvert tout ça quelques perspectives. Donc notamment nos perspectives. On va encore refaire les vidéos de cours, ce qui fait toucher du doigt un gros enjeu finalement quand on fait une formation numérique, donc, dont on parle peut-être pas assez. C'est que lancer une formation, créer des ressources, c'est un gros enjeu, mais la tenir à jour, c'est un énorme enjeu aussi. Et ça, il faut penser à l'origine qu'on aura beaucoup de travail autour de ça. Donc on va refaire des vidéos, on va en faire, elles vont être encore plus courtes, elles vont aller encore plus à l'essentiel. Il y en aura plus, elles auront un format moins de 10 minutes probablement, mais beaucoup de petites capsules. On va en profiter pour aborder des nouvelles thématiques qu'on n'avait pas avant, comme la réduction des risques, des choses comme ça, et faire plus de cas cliniques, ce qui est notamment une demande des étudiants.
On va augmenter la banque de quiz en ligne, notamment pour les faire tourner chaque année, pour éviter, vous savez, les étudiants, c'est qu'aucun un étudiant, c'est un site Facebook, et puis ça se transmet des listes de correspondance de quiz, donc on va essayer de lutter un petit peu contre ça, parce que c'est pas leur rendre service, en fait, de laisser en l'état. Alors là où je voulais en venir tout à l'heure avec le rapport d'activité avec la faculté, c'est qu'on a fini par avoir quelque chose qu'on demandait depuis longtemps. On a eu plus d'heures pour faire des ED. En fait, à partir de cette année, on a 2 fois plus d'heures, ce qui était une demande de l'équipe pédagogique. Et en plus, on a fait en sorte de nous faciliter les choses par rapport au calendrier du contrôle continu, ce qui était une plainte des étudiants assez fondée, qui était que les ED cadraient pas toujours bien avec les examens du contrôle continu, et ça pouvait justifier qu'ils ne viennent pas des fois assister à l'ED. C'était dommage. Alors j'ai presque fini, il me reste 2 diapos, dont la diapo avec le code qui est très importante. Donc la dernière diapo, c'est plus un bonus. En fait, je vous présente quelque chose qui n'est pas directement lié à Moodle, mais qui me fait plaisir. Et puis vous verrez qu'il y a quand même une relation, je ne suis pas non plus dans leur sujet. Je voudrais présenter ma nouvelle collègue. Donc ma nouvelle collègue, elle s'appelle Jane. C'est un agent conversationnel animé. Donc, tout à l'heure, on a parlé d'agent conversationnel dans une présentation précédente. Donc Jane, en l'occurrence, elle a une représentation, non pas physique, mais elle a une représentation corporelle, on pourrait dire. Donc c'est un produit de notre équipe de recherche, donc le labo Sampsier au CNRS. Donc Jane, voilà, le principe, c'est qu'elle vit dans un PC. Elle s'exprime au travers d'un écran 16/9 qui est mis à la verticale pour avoir à peu près la taille d'un être humain. Et vous pouvez vous asseoir et discuter avec elle. Mais discuter avec elle autour de sujets qu'on lui apprend. Donc pour l'instant, on lui a appris seulement, parce que c'est quand même du travail, à repérer l'addiction au tabac et à l'alcool. C'est-à-dire qu'elle va poser des questions aux patients et elle va être capable d'interpréter la réponse, du moment que la réponse est dans le sujet. Donc, elle est capable de... Voilà, parce que faire un repérage d'addiction, fondamentalement, c'est pas non plus quelque chose de si compliqué que ça. En fait, il y a des nomenclatures médicales qui définissent des symptômes avec des critères pour évaluer ces symptômes. Et quand on a un certain nombre de critères présents, eh ben, on a le diagnostic de la maladie. Donc voilà, Jane arrive à faire ça. Ça se prête bien aux agents conversationnels. Et de temps en temps, elle peut aussi inverser. Notamment, elle peut jouer le rôle d'une patiente. Et là, ce sera à l'étudiant en médecine d'interagir avec elle pour repérer si elle a ou pas un diagnostic psychiatrique, par exemple, ou un diagnostic d'addiction. Alors, initialement, le premier diagnostic qu'elle savait faire, c'était la dépression. Et maintenant, on est en train de lui apprendre à faire un entretien où elle joue une patiente qui a une addiction. Si ça vous intéresse, vous avez un petit lien ici. Et donc, vous verrez que déjà, j'ai mis le lien, on a gagné un prix de la recherche pour qu'on se fasse mousser, mais c'est surtout qu'il y a beaucoup de documentation sur comment on crée le travail qu'il y a derrière d'ingénierie, ce qui est assez intéressant, et aussi les études de validation autour de ça, parce qu'on ne se contente pas de créer une machine qu'on balance face à des humains, on va tester si ça fonctionne aussi bien, si c'est aussi valide qu'avec un humain, par exemple. Et en l'occurrence, oui, il y a plutôt une bonne validité avec ce genre d'agent. Et on peut imaginer que ce sera de plus en plus présent dans l'avenir. Vous aurez des agents facilement dans certains endroits stratégiques avec lesquels vous pourrez faire un dépistage. Et sans doute un jour sur Moodle, moi je ne serais pas surpris qu'il y ait possibilité de faire des entretiens cliniques avec ce genre d'interaction. Et je vais m'arrêter là-dessus. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et puis, j'attends avec plaisir vos questions. Merci. Je peux aussi faire du diagnostic d'addiction si jamais vous avez un doute. C'est mon travail. Il y a un gala ce soir, si on peut être prudent et anticiper. Non, bon. Bon, peut-être que tu peux rafficher le code quand même. Oui, pardon, décidément. Hop.
Quand vous n'avez pas déjà rentré le code, non, mais franchement, vous n'êtes pas motivé. Hein. Clac. Oui, je voulais savoir si vous étiez resté sur le format finalement de vidéo et de quiz ou si vous avez enrichi avec d'autres activités de Moodle pour... Pour l'instant, on est sur vidéo quiz essentiellement. Et on commence à faire des cas cliniques avec l'activité leçon. Oui, donc là encore, vous l'aviez présenté il y a 2 d'avoir ans. mon atelier qui était hier, pas de chance. Mais oui, je l'ai présenté à d'autres Moodle Mode. Ouais. Et ce qui, là, l'atelier, il est assez... c'est fait pour comprendre, quoi. Donc c'est du texte, mais c'est beaucoup mieux de faire ce genre de choses avec de la vidéo, par exemple. Donc là, c'est tout de suite plus attrayant pour l'étudiant. Mais après, non, on n'utilise pas d'autres activités. C'est peut-être un tort. Hein. Il faudrait aussi que je jette un œil à ça, voir s'il y en a des nouvelles qu'on peut utiliser. J'ai vu que sur notre plateforme, il y avait beaucoup plus d'activités de gamification maintenant, par exemple. Ça m'a sauté aux yeux l'autre jour. J'étais content que j'ai regardé. Hein. Je m'en suis rendu compte. Donc je vais jeter un œil à ça. C'est juste pour une blague. Vous savez détecter bien. l'addiction à Moodle? Ah ben alors, tu vas être surpris de ma réponse. J'ai proposé aux organisateurs une conférence sur l'addiction à Moodle. Notamment, mais bon, entre nous, ça c'est un peu pour la blague, effectivement. Mais j'avais proposé une session sur l'addiction aux écrans, puisque c'est pas neutre, hein, c'est des sujets qui reviennent beaucoup dans les médias. Donc ça crée des inquiétudes vis-à-vis des utilisateurs, des parents des utilisateurs. Ça peut aussi en créer pour les enseignants. Est-ce que c'est pas... Voilà. Si un jour, imaginez, vous êtes enseignant, et puis un jour, il y a une maman qui vient vous voir et vous dit... Vous vous rendez compte, mon fils, il passe encore plus de temps qu'avant sur les écrans, sur son smartphone avec votre Moodle, c'est votre faute, salaud. Enfin, il faut être prêt à répondre aussi des fois à ce genre de choses. Donc, oui, j'avais proposé une petite table ronde autour de ça et tout. Peut-être l'année prochaine, on verra. Et puis, ça concerne aussi les ingénieurs ou les enseignants. Mon mari ne dort plus, il passe ses nuits à faire des mathématiques sur Moodle. Je ne comprends pas ce qui se passe, je veux le revoir, aidez-moi. Tout ça pose question. Mais je ne suis pas un anti-écran, loin de là. Enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai quand même un t-shirt Yoshi, donc niveau écran, ça va. J'ai une question. J'aurais envie d'en savoir plus. Enfin, c'est bien tourné, hein, votre intervention, parce qu'on reste un peu sur sa fin avec l'agent conversationnel. Ah bah oui, bah ça. Et, du coup, c'était pas trop dans le sujet non plus, donc c'est donné comme ça, quoi. Et vous pouvez en dire plus, c'est-à-dire c'est uniquement un projet de recherche, ou bien vous avez utilisé, enfin, qu'est-ce que vous avez utilisé, comment vous l'avez fait et combien de temps ça prend? Voilà. Ah, oula, ça fait beaucoup. Sachant que vous avez dit que vous aviez un référentiel bien déjà qui codifie ce que vous cherchiez à faire. Oui, alors donc c'est un projet qui est financé, si je dis pas de bêtises, parce que en plus je ne suis pas le lead chercheur sur ce projet-là, mais ça a été financé par le LabEx, donc les financements de la recherche qui ont été faits il y a quelques années. Donc il a été développé par l'USR SAMPSI. Il y en a eu plusieurs modèles, donc il est développé avec Unity. Il a la gestuelle de mes collègues, d'une de mes collègues. On a fait de la motion capture sur elle pendant un entretien pour que vraiment l'agent il ait une gestuelle qui soit naturelle par rapport à un humain. Et il a la voix d'une autre de mes collègues, enfin elle, puisque c'est une femme, Jane. Ce qui crée pour moi une espèce de chimère bizarre où je vois une de mes collègues bouger avec la voix d'une autre collègue, mais bon, ça c'est juste à moi que ça fait bizarre. Donc après, pour l'instant, le truc, l'ACA, il est en cours de validation. C'est-à-dire que si vous recherchez des articles autour de ça, vous allez en trouver qui viennent d'être publiés. Il a été validé avec des patients qui avaient notamment des troubles d'addiction, mais aussi des troubles du sommeil, parce que nos collègues qui développent cette machine, c'est des chercheurs sur le sommeil, en fait. Donc, essaient aussi repérer l'insomnie, des choses comme ça.
Donc il y a eu des études de validité où le patient voyait d'abord le médecin, puis il voyait l'ACA, et puis d'autres patients, eux, voyaient d'abord l'ACA et puis le médecin. Non, j'ai bien compris que c'était validé, mais c'est vraiment la mise en œuvre, parce qu'en fait, c'est question d'introduction de robots, d'intelligence artificielle. Ah, d'accord, ah oui, non, moi j'étais technique là, oulala. Vraiment, donc en fait, vous me demandez si elle va me piquer ma place. Vous me demandez si elle va me piquer ma place. Non, je me pose la question de savoir, moi j'en ai pas utilisé, j'en ai pas mis en œuvre, mais j'ai l'impression que ça frappe à notre porte là, en tant que métier. Oui, bien sûr. Donc là, évidemment, celui-là, j'ai bien compris que c'était issu de la recherche, parce que mais des agents conversationnels dédiés à l'apprentissage, c'est un thème émergent. Donc voilà, du coup, mais si vous n'êtes pas dans la mise en œuvre tellement, peut-être c'est pas le sujet. Voilà, là, en 2 mots, elle va avoir 2 missions. La première mission, ça va être à terme de former les étudiants en médecine. Et l'autre mission, ça va être plutôt de faire du dépistage sur des missions où moi, je ne suffis pas. Par exemple, ce sera assez facile de l'amener dans un collège, de la paramétrer sur repérage tabac. On la laisse 6 mois, ou même le temps qu'on veut. Et puis on revient la prendre et on sait exactement la prévalence d'addiction au tabac dans le collège. Ce qui m'évite, moi, de voir 600 gamins, par exemple. Donc, et ça me libère du temps pour après aller voir ceux qui ont le plus besoin de moi. Je savais que ça vous intéresserait, les ACA, c'est pour ça que j'ai mis. Moi, c'est juste pour rebondir sur la blague. Vous êtes invisible. Ouais, je suis là. Ah oui, pardon. On ne peut pas utiliser l'agent conversationnel avec les personnes addictes aux écrans, du coup, c'est... Voilà, pourquoi ? C'était la petite blague du jour. Bonne soirée. Ah oui, vu comme ça. Si, de fait, on peut, puisqu'ils sont là. Ils ont une addiction aux écrans, donc ils les utilisent. Donc, ils vont être très compliants pour faire l'entretien. Non, mais après, ces questions d'addiction aux écrans, c'est très complexe. Parce qu'est-ce qu'il y a une addiction aux écrans ou est-ce qu'il y a une addiction à ce qu'on fait avec l'écran ? Ne croyez personne qui vous dit qu'il a la réponse à cette question, parce que ce n'est pas prouvé actuellement, ni l'un ni l'autre. Bon, merci beaucoup, merci Jean-Marc.